Bonsoir. Maastricht et Ghat, l'Europe divisée. François Mitterrand et Helmut Kohl à la recherche d'une position commune. Bonsoir. Des militaires français iront en Somalie pour protéger l'action humanitaire. L'opération d'urgence devrait être lancée ce soir par l'ONU. Témoignage décisif au procès Céline. Un psychiatre affirme que Richard Roman lui a avoué avoir perdu la tête pendant le crime. Enfin, polémique après l'incendie du lycée de Colombes. Il existe encore de nombreux établissements de ce type en France. Dernier titre, une marée noire en Espagne. Un pétrolier grec s'est échoué juste devant le port de la Corogne. Il a heurté les rochers, une avarie au beau milieu de la tempête. L'équipage est sain et sauf, mais le pétrolier s'est cassé en deux. Difficile pour les brigades anti-pollution de contenir ou d'évacuer les 80 000 tonnes de brut. Une partie du pétrole a en effet pris feu à la suite de plusieurs explosions. Impossible aussi de remorquer l'épave. Nathalie Stré. C'est à 5 h ce matin que la Guncy, victime du mauvais temps, s'est échouée à l'entrée du port de la Corogne, au nord-ouest de l'Espagne. Le pétrolier qui transportait 80 000 tonnes de brut a rapidement pris feu après s'être cassé en deux. L'incendie s'est alors propagé, enflammant la nappe de pétrole qui s'était échappée en surface. Après quelques vaines tentatives de remorquage du navire, tout l'équipage philippin est sain et sauf. 8 marins qui étaient encore à bord au moment de l'incendie ont pu être évacués par hélicoptère. Une opération d'autant plus délicate qu'une épaisse fumée noire recouvre toute la zone portuaire. Une zone principalement résidentielle qui a dû être évacuée en raison de l'incendie et des émanations de gaz. Les responsables de la lutte anti-pollution s'efforcent de contenir la nappe de pétrole qui dérive. Et si les autorités locales estiment cette marée noire potentiellement dangereuse, les experts misent quant à eux sur la nature des courants et des eaux très froides pour freiner la progression de la marée noire. Le sommet franco-allemand au chevet d'une Europe mal en point. Il y a toujours les tensions monétaires, la menace d'un veto français sur le Ghat et puis troisième gros dossier, Maastricht, un traité qui repose de plus en plus sur l'axe franco-allemand. Et si le couple Mitterrand-Kohl traverse habituellement les tempêtes européennes sans problème, le sommet d'aujourd'hui paraît beaucoup plus risqué. Les divergences sont en effet nombreuses entre Paris et Bonn sur un sujet essentiel à l'avenir de la construction européenne. À Bonn pour France 3, Memona Interman. C'est un sommet sous haute tension. Une tâche herculéenne attend François Mitterrand et Helmut Kohl. Ils doivent ni plus ni moins sauver la construction européenne. Ils sont condamnés à trouver des idées pour éviter un échec au sommet d'Édimbourg dans exactement 2 semaines. Sur le traité de Maastricht, les deux hommes sont exactement sur la même longueur d'onde maintenant. Helmut Kohl avait été relativement souple à l'égard de la Grande-Bretagne et du Danemark. Il condamne maintenant très fermement toute idée d'une Europe à la carte, celle où chaque pays prendrait ce qui l'arrange. Si ce sommet est loin de la routine, c'est aussi parce que les deux pays traversent actuellement une phase particulièrement délicate. Helmut Kohl doit convaincre François Mitterrand que l'Allemagne ne fera aucune concession aux extrémistes. Il demande à la France de lui faire confiance. François Mitterrand, de son côté, demande à Helmut Kohl un peu de solidarité concernant le Ghat. Là-dessus, les deux pays sont divisés. Pour Helmut Kohl, le veto français au Ghat est impensable car il remet en cause toute idée de marché ouvert. Comme on le voit, une fois de plus, l'axe Paris-Bonn est soumis à rude épreuve. Il faudra beaucoup de volonté politique. Il y va de la survie de l'Europe. C'est ce soir que l'ONU, après une résolution, doit donner son feu vert à une intervention en Somalie, une opération américaine. Mais la France y participera avec 1700 hommes. Bernard Kouchner doit d'ailleurs partir bientôt pour Mogadiscio. Des bateaux de l'US Navy se trouvent déjà au large des côtes somaliennes. Une avant-garde de 1800 Marines, une force amphibie appuyée par des hélicoptères. Au total, 20 000 hommes devraient participer à l'opération. À Paris comme à Washington, on affirme qu'elle sera limitée dans le temps. Et si l'ONU est prête à déclencher une telle opération, c'est que depuis plusieurs semaines maintenant, toutes les missions humanitaires sont pratiquement inefficaces. Depuis 2 mois, Pharmaciens sans frontières ne peut intervenir que protégé par des hommes en armes. Le reportage dans la région de Mogadiscio, Thierry Kiefer et Jean-Pierre Roll. 3 Somaliens mitraillettes en main pour un expatrié talkie-walkie en main. Le compte est bon et bienvenue à bord d'un véhicule de Pharmaciens sans frontières ralliant Mogadiscio. Ici, PSF aussi a appris à se méfier de tout, des rivalités politiques, ethniques, des rivalités au sein d'une même ethnie et des rivalités entre les gangs qui écument désormais la Somalie. Résultat, 16 hommes armés pour se protéger en permanence dans les déplacements comme à la maison. Ça nous pose des problèmes, des cas de conscience de travailler dans ces conditions-là, mais c'est aussi, je veux dire, les conditions de l'action humanitaire d'urgence. La sécurité ici, c'est 50% de l'énergie dépensée.
Reste donc quand même 50% d'énergie pour essayer de faire de l'humanitaire. Voici la future pharmacie centrale de Mogadiscio. C'est à partir d'ici que PSF ambitionne de créer dans le pays un véritable réseau d'approvisionnement en médicaments. L'opération est actuellement financée par le secrétariat d'État à l'action humanitaire français. Le stock sera co-géré avec l'UNICEF et l'OMS. La Croix-Rouge internationale et Médecins sans frontières devraient être les premiers bénéficiaires des colis. Quand on voit ce qui se passe avec la bouffe, on a peur que notre action soit aussi détournée pour alimenter les marchés noirs. En attendant, l'ancien grand hôpital général de Somalie témoigne bien des besoins et même si la situation dans la capitale est plutôt privilégiée. Ici, pas question de soigner une crise de diabète. Avec quelques médicaments d'urgence, on fait de la médecine d'urgence et encore pas toujours. Ce gamin dans le coma a une balle dans la tête. Il devra se réveiller tout seul s'il veut survivre en Somalie. Cet autre blessé aussi. PSF attend maintenant son premier avion. 4 tonnes de médicaments devraient atterrir à Mogadiscio dans 3 jours. Là-bas, l'équipe espère tout simplement que ce sera plus facile que pour faire accoster les sacs de riz des enfants français. Un couvre-feu qui sonne comme un aveu. En Algérie, le pouvoir se donne de nouveaux moyens, plus de répression, après des dizaines et des dizaines d'attentats, surtout contre des policiers. Un couvre-feu est donc instauré à partir de samedi. Et par cette mesure, le gouvernement déclare ouvertement la guerre aux islamistes. Un ultimatum leur a d'ailleurs été lancé. Ils ont jusqu'à demain soir, minuit, pour se rendre s'ils veulent bénéficier d'une amnistie partielle. Morad Aïtabouche. Le pouvoir algérien ne veut plus entendre parler de terrorisme ou d'État islamique. Les dirigeants ont décidé d'aller vite et de mettre les moyens pour lutter contre le fléau intégriste. Ultimatum d'abord, tous les activistes qui n'ont pas commis de crime ont jusqu'à vendredi minuit pour se rendre. Après, il sera trop tard, plus d'amnistie possible. Couvre-feu ensuite dans tout l'Algérois. Dès samedi 22h30, les forces de l'ordre pourront à tout moment perquisitionner et arrêter tout suspect. Les rafles pourraient donc se multiplier. Enfin, dissolution de toutes les mairies, les associations culturelles, sportives, caritatives ou religieuses liées au Front islamique du salut. Pour le gouvernement, ces associations servaient de relais et de soutien logistique à la guérilla fondamentaliste. Le fils, aux yeux du pouvoir, ne doit plus exister, même en clandestinité. La guerre est ouverte, une guerre qui a commencé au lendemain de l'annulation des élections législatives, il y a 11 mois. Le fils, largement vainqueur, est privé de sa victoire. Ses militants les plus radicaux prennent alors les armes. Les policiers et les gendarmes seront pris pour cible. 250 au moins ont déjà été assassinés et chaque jour la liste s'allonge. Une liste où les civils figurent désormais. 2 d'entre eux ont été tués aujourd'hui. À Moscou, avalanche de critiques contre le Premier ministre. Le programme des réformes a été proprement mis en pièces. Il y a 1 an, le Parlement avait accordé des pouvoirs spéciaux à Boris Eltsine. Cet après-midi, après les injures, on en est même venu aux mains. Pascal Verdon. À Moscou, le Congrès s'amuse, mais la fièvre politique est montée d'un cran cet après-midi, échauffourée entre députés conservateurs et réformateurs à propos d'un amendement sur la Constitution. La lutte pour le pouvoir fait tanguer le bateau ivre du Congrès. Au loin, la vigie chausse sa lorgnette en vente en dollars sur tous les bons marchés. Le président du Parlement s'époumone, Boris Eltsine s'éclipse. Le Congrès s'est offert une petite récréation. Quant à l'homme du jour, le très vilipendé Premier ministre intérimaire Yegor Gaïdar, père de la thérapie de choc, soumis au boulet rouge des députés conservateurs, il est resté impassible. Gaïdar, proche des libéraux anglais, a perdu son crédit, mais pas son flegme. Émeutes, pillages et affrontements, les habitants du quartier du Chaudron à Saint-Denis de la Réunion ont sûrement eu le sentiment d'être revenus 1 an en arrière. Comme l'hiver dernier, des groupes de jeunes se sont en effet attaqués aux magasins, des voitures ont été incendiées et détruites et 7 personnes ont été blessées. La journée a été calme, mais ce soir, la situation est à nouveau très tendue. Des groupes de jeunes manifestants cagoulés circulent en effet dans les rues de la cité. Richard Roman, innocent ou coupable, un témoignage très important aujourd'hui au procès des meurtriers présumés de la petite Céline. C'est un psychiatre qui a raconté comment Richard Roman lui a donc avoué sa culpabilité. Et en écoutant ce témoignage accablant pour lui, Richard Roman a perdu pied. Malgré ses déclarations contradictoires aujourd'hui, il continue de clamer son innocence, mais les jurés et la cour ne l'entendront peut-être pas de la même manière. Albert Ripamontier et Georges Minangua. Il est psychiatre, qui plus est expert. Il a pour lui sa déontologie et le serment qu'il a prêté à la cour. Le docteur Julier fait l'effet d'un honnête homme, sérieux et objectif.
C'est lui qui a examiné Richard Roman après 24 heures de garde à vue. Il était fatigué, note l'expert, mais ne s'est pas plaint de mauvais traitements. Sa déposition est jusque-là banale. Soudain, le docteur Julier glisse ces quelques mots comme s'il n'en mesurait pas tout à fait la portée. Dans la conversation, Roman m'a dit « Quand on a vu la fille nue, on a perdu la tête ». Stupeur, Roman se lève. « Je n'ai jamais dit ça ». Peu convaincant, il rajoute « Ou alors, je ne m'en souviens plus ». Devant le scepticisme affiché par le président Fournier, Roman avance alors une dernière explication. « Si je l'ai dit, c'est que j'ai confondu le psychiatre avec un gendarme ». Il y avait les accusations pas toujours crédibles de Gentil, les aveux controversés chez les gendarmes. Il y a maintenant cette phrase terrible « Quand on a vu la fille nue, on a perdu la tête ». Et cette fois, raisonnablement, Richard Roman ne peut accuser le psychiatre de la lui avoir extorqué. Le dossier avait été oublié, enterré, disent certains, mais au lendemain de l'incendie du lycée de Colombes, la polémique est relancée autour des établissements de type Pailleron. Il resterait encore beaucoup de ces bâtiments vétustes en France. Et une nouvelle fois, les parents d'élèves ont demandé des mesures d'urgence et dénoncé le provisoire qui dure. Ces bâtiments ont été construits il y a plus de 20 ans. Au reportage aujourd'hui à Paris, dans le 13e arrondissement, Nathalie Darigrand. Des structures préfabriquées montées sur une ossature métallique. Ce collège du 13e arrondissement de Paris répond au signalement type des établissements dits Pailleron. Son histoire d'ailleurs en témoigne. Construit en 68, ce CES offrait une architecture provisoire, un provisoire qui s'est éternisé. Aujourd'hui, il accueille 400 élèves. Il a fallu attendre 1984 pour que les premières rénovations soient effectuées. C'est vrai que ça paraît très fragile comme construction. Et certainement, bon, nous avons quand même une chance d'avoir beaucoup d'améliorations intérieures. Malheureusement, je dis toujours, c'est qu'il faut raser et refaire l'établissement, je pense. Hein. Raser ou réhabiliter. Ici, on a choisi la deuxième solution. La priorité, assurer la sécurité des élèves en cas d'incendie. Toute l'électricité a été refaite, cloisonnement, alarme, porte, coupe-feu. Le feu qui reste la première préoccupation des responsables de l'établissement. Nous avons fait tous les travaux de sécurité qui s'imposaient. Maintenant, nous en sommes au stade des travaux de confort. Mais néanmoins, je peux vous dire que nous ne comptons pas sur notre bonne étoile et que nous restons très vigilants. À Paris, ce collège est, affirme-t-on, le dernier de ce type à exister. Mais ailleurs, en France, combien en reste-t-il, rénovés ou non? Difficile de répondre, car depuis 1986, les départements et les régions ont la charge des établissements secondaires. Ce soir, les parents d'élèves réclament un véritable état des lieux. On voudrait que sur ce point, il y ait transparence complète. Qu'on nous dise dans tous les départements quels sont les établissements qui restent, combien il y en a, que les commissions de sécurité passent à nouveau, qu'on fasse le bilan exact, et puis qu'on trouve les moyens budgétaires. En 1985, ce sont les derniers chiffres officiels, ont recensé 56 établissements de type Pailleron en France. 10 devaient être reconstruits, les autres rénovés. Une rénovation qui, ici, dans ce collège, a coûté 10 millions de francs. Jean-Michel Boucheron pourrait être de nouveau inculpé. L'Assemblée nationale a en effet voté à l'unanimité la levée de l'immunité parlementaire de l'ancien maire PS d'Angoulême. C'est la première fois depuis 1962 que les députés prennent une telle mesure à l'encontre de l'un des leurs. Il devrait donc être convoqué prochainement par le magistrat bordelais chargé du dossier. Reste à savoir si Jean-Michel Boucheron répondra à cette convocation. Il est en effet en exil en Argentine depuis 6 mois. Invité de ce journal, l'un des observateurs les plus redoutés de la vie politique française, Philippe Alexandre, éditorialiste à RTL, et que vous retrouverez sur cette antenne le lundi soir avec Serge July et Christine O'Crane. Philippe Alexandre venait donc de publier un livre qui porte ce titre simple, Mon livre de cuisine politique. C'est un abécédaire, de A comme amitié jusqu'à V comme village. Est-ce que peut-être d'abord l'affaire Boucheron vous inspire un commentaire particulier? Justement, j'étais prêt. Est-ce qu'on peut imaginer un chapitre B comme Boucheron? J'aurais pu. Non, je pensais que mon livre aurait inspiré, au contraire, à Boucheron ses présentes activités puisqu'il s'est converti dans la cuisine. Mais je suis un petit peu sceptique sur sa réussite dans ce nouveau métier parce qu'il faut bien dire qu'en matière de cuisine politique, il était assez maladroit. Les casseroles ont été très tintinabulantes dans son dos. Il y a en même temps beaucoup d'indulgence à l'égard de Jean-Michel Boucheron. Et même les gens au Parti Socialiste le dénoncent et l'ont fait encore aujourd'hui. Oui, alors soyons sérieux. Ce qui est tout à fait étonnant quand même dans cette affaire Boucheron, c'est que finalement les amis
de Boucheron ait mis quelque chose comme 4 ans pour découvrir qu'il était condamnable. Enfin, il fallait le rejeter de la famille. 4 ans, ça fait quand même très long, alors que c'est une affaire qui traîne depuis très très longtemps. On a l'impression que les députés socialistes ont attendu, ce que je trouve pas très élégant, la dernière minute, l'ultime moment, alors que l'autre était parti en Amérique du Sud, ça ressemble un petit peu au coup de pied. Est-ce que pour vous, c'est l'exemple de la mauvaise cuisine politique? Pour moi, c'est pire que ça. C'est probablement Boucheron, un garçon que j'ai eu l'occasion d'observer avant 1980, quand il était un simple militant. C'est quelqu'un qui s'est égaré dans la politique, qui n'était visiblement pas fait pour ça, n'était pas fait pour manipuler les sommes d'argent qu'un maire d'une grande ville manipule aujourd'hui, et qui a visiblement perdu la tête, a été déboussolé. Alors Philippe Alexandre, vous vous présentez dans la jaquette de ce livre, non pas comme un chef cuisinier de la politique, mais comme un fin gourmet de la politique. Quelles recettes devraient cuisiner nos hommes politiques pour se réconcilier avec les Français aujourd'hui? Je crois que finalement, il y aurait 3 recettes qu'il faudrait leur conseiller, mais moi je ne donne pas de conseils. Je me contente de faire la critique des plats qu'on nous sert. Je crois que finalement, ce qui manque actuellement aux hommes politiques, la première chose, c'est de parler simplement. Ils ont tous des experts en communication tellement savants et tellement compliqués que plus personne ne comprend rien de ce qu'ils disent. D'autre part, vous remarquez quand même que la plupart du temps, les hommes politiques ne parlent absolument pas des choses qui intéressent le peuple. Ce qui concerne le peuple, nous le savons. En général, ce ne sont pas les sujets qui sont traités par les hommes politiques. Ça, c'est la première chose. Donc, simplicité et vérité. La seconde chose, je dirais, humilité. Je crois qu'il faut beaucoup d'humilité pour exercer le métier politique, et quelquefois, dans le désir de montrer qu'on a toujours raison, on n'outrepasse cette règle. Une fois qu'on a ces trois principes, je crois que c'est assez facile d'aller au-devant des gens, d'être très présent dans la population. C'est aussi quelque chose qui a un peu disparu par la faute des moyens de communication modernes. Maintenant, on fait de la politique, vous voyez le lapsus, à travers la publicité, la radio, à travers la télévision, et on oublie le contact avec les gens. Philippe Alexandre, je vous remercie. Je rappelle le titre de votre livre, Mon livre de cuisine politique, et il est publié chez Grasset. Tempête sous la coupole, un prix littéraire bien embarrassant. L'Académie française honorait la francophonie, mais certains ont dénoncé la personnalité de l'heureux récipiendaire jusque sur le quai Conti. Il faut dire que cet écrivain vietnamien a été pendant de nombreuses années le principal propagandiste du régime d'Hanoï. Les immortels ont donc dû se justifier. Clément Veillerenal. Scandale et embarras cet après-midi sous la coupole pour la remise par l'Académie française du Grand Prix de la francophonie 1992. C'est l'écrivain vietnamien Nguyen Cac Vien qui est couronné cette année par les hommes en habit vert. Nguyen Cac Vien, 91 ans, membre vénérable du Parti communiste vietnamien, est essentiellement connu des spécialistes pour ses écrits de propagande en faveur de la dictature vietnamienne. Visiblement, les académiciens se sont aperçus tardivement des états de service du lauréat, et malgré les protestations et la manifestation qui s'est tenue cet après-midi devant l'Académie, les immortels ont refusé de revenir sur leur décision. C'est absolument scandaleux. Nguyen Cac Vien n'est pas un écrivain, n'est pas un poète, c'est un agent de désinformation. C'est le point de passage obligé de tous les diplomates politiques qui sont allés à Hanoï. Et la vérité, c'est que l'Académie française s'était roulée, et en particulier M. Alain Decaux. Réponse du secrétaire perpétuel de l'Académie, Maurice Druon, que l'on dit fort embarrassé par cette affaire. Mais ce n'est pas le propagandiste politique de naguère que nous avons couronné, c'est le traducteur émérite. Une argumentation désormais connue. Nguyen Cac Vien a effectivement traduit en français un conte vietnamien, une œuvre suffisamment immortelle pour justifier le prix de l'Académie. Le nom de Cac Vien nous avait été proposé par des autorités qualifiées, précisent aujourd'hui les académiciens. Lundi prochain, un anniversaire sur la scène de l'Olympia. Stéphane Grappelli fêtera ses 85 ans. Et le violoniste est aujourd'hui le jazzman français le plus célèbre au monde. Et une autre célébrité soufflera les bougies avec lui, c'est Michel Legrand. Quelques jours avant ce spectacle événement, Jacques Garnier et Christos Camilleris les ont rencontrés tous les deux dans un studio d'enregistrement.
Jamais un disque consacré aux plus belles chansons françaises n'aurait été enregistré avec une aussi tendre complicité. En leur redonnant un côté très jazzy, Michel Legrand et Stéphane Grappelli leur ont trouvé une seconde jeunesse. L'orchestration de Michel joue quelque chose pour moi. Parce que sans ça, c'est une répétition, toujours la même chose, on se lasse. On se connaissait depuis 2000, 3000 ans tous les deux. Je suis un homme, moi, heureux parce que dans ma vie, il y a des grands moments comme ça, comme celui qu'on a vécu avec Stéphane au studio pour faire le disque, et celui qu'on vit aujourd'hui pour préparer les concerts. Moteur, Stéphane Grappelli, c'est si bon, première. Stéphane Grappelli va fêter en janvier son plus bel anniversaire. À 85 ans, cet éternel jeune homme, passionnément amoureux de sa musique, n'a jamais eu un son aussi pur. Et de l'aventure pour terminer, deuxième départ mouvementé pour Yves Parlier dans le Vendée Globe. Le skipper arcachonnais a quitté les Sables d'Olonne ce matin sous des vents de 50 nœuds. Son bateau, Cacolac d'Aquitaine, a même été couché par une rafale à la sortie du port. Parlier qui accuse un retard de plus de 10 jours sur le leader Bertrand de Broc. Les premiers ont viré la bouée des Canaries hier. Les programmes sur France 3 ce soir, 2 films avec la dernière séance. À 20h40, Les Aventures de Robin des Bois avec Errol Flynn. Et vers 23h30, Ma sœur et du tonnerre. À 20h, météo complète avec Michel Touré. Et puis à 23h, le soir sur la 3, présenté par Christine O'Crane. Dans un instant, le résumé en images de l'actualité de votre région. Très bonne soirée sur la 3. À demain 19h, bonsoir. Bonsoir.